Bonsoir téléspectateurs de la télévision 100% Information. Nous sommes de retour dans la zone pour vous distiller des informations sportives. Nouvelle saison donc de votre émission Sport Zone. Le plaisir est nôtre au moment de vous retrouver donc pour parler de sport. Notre passion commune sur les antennes de la télévision. Burkina Info, on s'installe ce soir avec le sommaire présenté pour vous par la voix suave, la voix unique, signée Sarah Annick Yamiogo. Tour du Faso 2024. Le comité d'organisation annonce les couleurs de l'édition 2024. Côté étalon, l'absence de Paul Domon semble être le plus grand handicap. Éliminatoire Cannes 2025. Les étalons valident leur ticket grâce à 2 victoires successives sur le Burundi. Retour sur ces sorties dans un instant. Alban Lafont annoncé chez les étalons. On en parle également dans ce numéro de votre émission Sport Zone. Pour faire le débat, donc ce soir, pour faire l'analyse de ces actualités, un casting de rêve, vous allez le constater. On va commencer par vous présenter donc le jeune et dynamique Ganame, Saïdou Ganame, qui nous fait l'immense honneur d'être là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Omar, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Burkina Info. Toujours un plaisir d'être là. En face de lui, donc, on a l'ancien arbitre international, donc Juste Ephraim Zio, qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Sangaré, bonsoir chers amis téléspectateurs de Burkina Info. À côté de l'ancien arbitre, un ancien international, le monstrueux défenseur de l'équipe, milieu de terrain plutôt, de l'équipe nationale de Burkina Faso, plus de 100 matchs à son compteur, donc avec l'équipe du Burkina Faso, demi-finaliste de la CAN en 2013, finaliste de la CAN en 2013, demi-finaliste en 2017. Est-ce qu'on peut finir de parler du parcours de ce joueur qui a joué plus de 600 matchs professionnels? Il est avec nous, il est juste à côté de notre arbitre, donc on espère qu'il n'y aura pas de carton qui va sortir d'ici là. Le capitaine de l'équipe nationale de Burkina Faso, l'emblématique capitaine, ex-capitaine donc de Burkina Faso, Charles Kaboré est avec nous. Bonsoir et bienvenue Charles. Bonsoir Sankara. Allez, monsieur, on va commencer par le Tour de Faso. On sait que vous êtes au football. Vous étiez au Tour l'année passée. Donc, on va vous soumettre un peu à l'épreuve de course. On sait que vous aimez le sport de façon générale. Donc, on va commencer par le Tour du Faso 2024, donc, qui débute le 25 officiellement, donc le 25 octobre, avec la toute première étape qui va se courir donc jusqu'à Tinkodogo. Eh bien, qu'est-ce que le Tour nous réserve cette année? La réponse avec les organisateurs dans cet élément. Le maillot jaune de la dernière édition ne pourra pas défendre sa tunique pour cause des blessures. Voilà, il a subi une opération et ensuite il doit refaire encore une autre opération. Donc c'est des problèmes de santé. Donc dans les 22 présélectionnés, il n'est même pas là-bas. Tout compte fait, les étalons comptent se battre pour conserver ce maillot le plus convoité de la compétition. Pour ce faire, ils sont déjà en regroupement. Nous voulons conserver notre maillot. C'est vrai que Paul, c'est quand même un coureur qui a fait ses preuves tout et tout. Mais quand même, il y a des pôles ici. Même quand il n'était pas là, nous, on prenait des maillots. Nous avons par exemple des garçons comme les Mouni Vincent, les Rwandais, les Mohamed et autres, surtout avec les compétitions nationales qu'ils ont eu à participer. Et je pense que réellement, on peut conserver notre maillot jaune. Le Tour du Faso 2024 se tiendra du 25 octobre au 3 novembre. Cette année, en plus des 3 équipes burkinabées, 12 autres sont invitées. À l'heure actuelle, là, nous avons 12 équipes qui ont confirmé, à savoir le CSK de Moscou, le Cameroun, le Sénégal, la Belgique, la Hollande, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Maroc, le Niger et le Nigeria. 10 régions du pays accueilleront les caravaniers de la Petite Reine. En tout, 2145 km 800 seront courus en 10 étapes, dont 949 km de transbordement. La première étape va se courir entre Koulbila et Tenkodogo. La 6e étape à Bobo du Lasso et la 10e à Ouagadougou seront en circuit fermé. La deuxième étape serait courue entre Koupela et Ziaré. La 3e étape serait Ouagadougou-Koudgou. La 4e, Rio, Koudjougou, Sabou, Pa. La 5e étape, on aura Bobo Banfora. La 6e étape serait une étape à circuit, Bobo. La 7e étape,
serait couru entre Bobo et Pa, long de 130 km 800. La 8e étape, Ouaga-Yako, long de 116 km 800. La 9e étape, Kumbisiri-Kaya, long de 148 km 800, qui est la plus longue étape de cette 35e édition. La 10e étape serait courue entre Ouagadougou et Boussé, avec un circuit fermé à l'intérieur. Un point d'honneur est mis sur la sécurité de la caravane et le budget prévisionnel de cette édition s'élève à 641 millions de francs CFA. Tour du Faso 2024, monsieur, vous avez les informations. Quels sont les enjeux de cette édition selon vous, Ganamé? L'enjeu, c'est de savoir qui va remplacer Paul Domon qui est forfait déjà. Parce qu'on sait que c'est le tenant du titre. L'année passée, il a porté les étalons cyclistes avec lui. Et cette année, son absence, on se demande comment est-ce que la réorganisation va se faire, comment est-ce que les étalons cyclistes vont s'adapter à l'absence de Paul Domon. On perd, je vais dire quoi, la figure de proue de notre cyclisme qui n'est pas là. C'est vrai que ce n'est pas de son fait, c'est pour une raison indépendante de sa volonté. Mais on se demande... Est-ce qu'on pourrait répondre, est-ce qu'on pourra compenser l'absence de Paul Domon? On espère que... je pense que son absence a été... L'information est sortie un peu plus tôt, il y a 1 ou 2 mois. C'est là on savait qu'il serait incertain. Donc on s'est dit que la direction technique nationale a pris les mesures qu'il faut pour compenser son absence. Il y a de bons cyclistes, notamment Mouni Vincent qui a montré de belles choses dernièrement, notamment sur le Tour du Cameroun. Donc on s'est dit qu'avec lui quand même on peut espérer, mais c'est pas dans la même veine que s'il y a Paul Domon qui, si lui il est là, il est favori d'office, mais avec Mouni Vincent c'est un peu plus compliqué. Donc l'enjeu majeur c'est de savoir comment est-ce que les étalons cyclistes vont s'adapter sur ce tour-là, parce qu'on a vu il y a 12 pays qui viennent, la concurrence sera rude. Donc est-ce qu'on pourra conserver le maillot jaune au Burkina Faso? C'est la grosse question. C'est la grosse question. En tout cas, en attendant le début du tour, donc les cyclistes ont bénéficié de vélos donnés par la Fédération burkinabé de cyclisme, donc par l'intermédiaire de l'UCI qui a offert donc des vélos. On va écouter à ce sujet donc le vice-président de la Fédération burkinabé de cyclisme, Lazare Zabré. Oui, le matériel est composé de 4 vélos. Alors, il y a 2 vélos pro, les vélos en blanc. Et les deux autres vélos, c'est des vélos d'entrée de gamme. Voilà. Et si vous regardez, les vélos pro, c'est dans l'ordre de 5 millions. Et les vélos bleus que vous voyez, c'est dans l'ordre de 3 millions. Et ensuite, nous avons le matériel que vous voyez. Et ça, c'est des pièces de rechange. Vous savez, le problème du vélo, et en cyclisme, ce n'est pas le vélo le problème. Ce sont les pièces de rechange. Et nous avons reçu en tout cas un bon lot de pièces de rechange qui va vraiment nous aider parce que les pièces de rechange coûtent cher. Si vous prenez les ergots, vous prenez les cassettes, comme on dit. Les cassettes, c'est le système de transmission pour parler terre à terre. C'est des choses qui coûtent très cher. Et nous avons reçu en tout cas un bon lot de très bonne qualité. Et nous pensons qu'au-delà de ces 4 vélos, nous allons, pour parler terre à terre, réveiller nos anciens vélos qui sont déjà en panne. Et ça va renforcer très considérablement le parc de vélos que nous avons déjà. Le programme Solidarité de l'UCI, c'est chaque année. Et toutes les fédérations du monde postulent. Maintenant, c'est en fonction de l'argumentaire que vous donnez et quels sont vos objectifs. Est-ce que vous rentrez dans le carcan des objectifs de l'UCI? Le Tour du Faso débute donc officiellement pour la première étape donc le vendredi. Charles Kaboué, on vous a vu l'année passée sur les routes du Tour. Est-ce que cette année vous allez faire le déplacement? Oui, je compte être là. Et grâce à DG Fonds qui sponsorise, il faut le dire, le maillot vert. Voilà, le maillot vert. Donc j'ai eu la chance d'être là l'année passée, cette année, et je serai là pour accompagner nos cyclistes. Un petit pincement au cœur de voir votre ami Paul Domon qui ne sera pas là ou... Oui, bon, Paul Domon c'est un ami, c'est quelqu'un qui est un vrai valeureux, un combattant. Je pense que c'est quelqu'un qui a la joie de vivre, qui connaît son art, et je lui souhaite le meilleur. Et j'espère que l'année prochaine, il sera là. Et que les autres pourront relever les défis à son absence. Voilà, que les autres seront là aussi, parce que c'est un défi pour eux aussi de montrer leur qualité et leur talent. Et on va prier pour eux pour qu'ils nous ramènent le maillot jaune comme l'année dernière. Alors vous avez vu, on a 12 pays invités, dont l'équipe de Moscou, que vous connaissez très bien, vous connaissez ce pays. Est-ce que vous pensez que c'est de gros challengers pour les salons cette année?
Oui, je pense que les Russes, c'est des vrais. Bon, j'ai passé près de 10 ans là-bas, donc je connais pratiquement la mentalité. C'est des combattants, c'est des gens qui sont vraiment valeureux et qui lâchent rien. Et de bout en bout, ils vont se battre. Et le CSKA Moscou, c'est un grand club de football. Et dans toutes les disciplines, ils sont bons en Russie là-bas. Ça veut dire que le défi sera de taille. En tout cas, en attendant donc le Tour du Faso, la dernière compétition de mise en jambe a été effectuée donc le dimanche passé. Ça a été remporté par Richard Bouda de la formation de l'AJCK, qui est l'un des étalons donc, qui va défendre les couleurs nationales lors du Tour du Faso 2024. On suit l'ambiance de cette course excellence déroulée donc le dimanche dernier. Une moto, un trophée et une enveloppe de 350 000 francs CFA pour Rachid Bouda, vainqueur de l'édition 2024 du Grand Prix cycliste de l'Hôtel Excellence. L'AJCK a montré de l'envie tout au long de la course et l'AJCK l'a remporté. Les jaunes et rouges des Koudougou tentent de placer un homme en tête du peloton sur les derniers tours de cette compétition tenue en circuit fermé sur l'avenue Thomas Sankara. L'échappée est rattrapée et l'arrivée se fait au sprint massif. Rachid Bouda, plus fort que Souleymane Koné dans cette matinée, offre la victoire à l'AJCK. C'était pour mettre l'adversaire en difficulté, mais vu que nous sommes en préparation pour le Tour du Faso, tout le monde est bon, donc c'était un peu compliqué, donc je me suis contenté pour le sprint. Les 142 km 800 de cette édition ont été courus en 3h34 minutes, soit une vitesse moyenne de 40,021 km par heure. De bon augure à quelques jours du Tour cycliste international du Faso. C'est une très belle compétition et surtout que nous sommes à l'orée du Tour du Faso. Et cette compétition, j'espère, a permis en tout cas aux différents techniciens de la Fédération burkinabé de cyclisme de régler certains rouages et permettre à nos sportifs, à nos cyclistes de mieux se préparer pour en tout cas défendre les couleurs du Burkina Faso d'ici dans les jours à venir. Rachid Bouda premier, Souleymane Koné du RCK deuxième et Mouni Vincent de l'AJCK ferme le podium de cette édition. Cette compétition, initiée pour donner du rythme aux coureurs, est la dernière avant la messe de la Petite Reine qui débute le 25 octobre prochain. Allez, c'était donc la page cycliste de ce numéro de votre émission. On va revenir donc au football, le sport roi donc avec le week-end de pro. Qu'est-ce que nos internationaux ont fait dans leur club? Le résumé dans week-end de pro et c'est avec Olé Chaban Ouattara. Retour en force au Bertrand Traoré avec l'Ajax d'Amsterdam. Contre Héraclès, le capitaine des Étalons et ses coéquipiers ont mis les bouchées doubles pour obtenir les 3 points. Ils sont imposés sur le score de 4-3. Titulaire, l'ailier burkinabé a marqué le second but de son club avant de céder sa place à la 73e minute. Grosse performance de Bournemouth qui faisait face à Arsenal ce week-end. Titulaire pour le compte de la 8e journée de la Première Ligue, Dango Ouattara et son club se sont imposés 2-0 contre le 3e de la Première Ligue et occupent désormais la 10e place devant Manchester United. Pour sa première titularisation avec Benfica, Issa Kabore est décisif. Opposé à Pévidem, Benfica s'est imposé sur le score de 2-0 et le latéral de burkinabé a délivré une passe décisive avant de céder sa place à la 70e minute. En Moldavie, le shérif Tiraspol a été tenu en échec par Petro Club. Auteur de l'unique but de sa formation, Cédric Badola a cédé sa place à la 82e minute. Ayant aussi débuté le match, Cyril Bayala est sorti à la 67e minute. En Finlande, le AJK Helsinki de Hassan Bandé s'incline contre Kuopion 1-0. Remplaçant en début de match, l'ailier burkinabé est entré en jeu à la 72e minute. Début compliqué pour Adama Nagalo aux Pays-Bas. Relégué avec la réserve du PSV à Eindhoven, le défenseur burkinabé a marqué un but contre son camp et s'est ensuite blessé à la 28e minute de jeu face à Graskaf. En Arabie Saoudite, Al-Riyaj de Mohamed Konaté s'est imposé 1-0 contre Al-Oqdoud. L'attaquant burkinabé est entré en jeu à la 69e minute. De retour de blessure, Sacha Bansi était titulaire ce week-end dans la rencontre opposant son club de Turfurt contre Nuremberg. Malheureusement, son équipe s'est lourdement inclinée 4-0. Il a cédé sa place en début de seconde période. En Tanzanie, les Young Africans du Stefan Aziski remportent le derby face au Simba SC 1-0.
Aziski était titulaire. Valentin Nouma, quant à lui, était absent du côté du Simba SC. Week-end des pros, qu'est-ce qu'on peut retenir, Juste Fremzio, qu'est-ce que vous retenez? Non, ce qu'on peut retenir déjà, c'est que l'ossature du groupe de Brahma, la grande majorité, tous les joueurs sont en compétition. L'essentiel. C'est déjà une satisfaction parce que je pense que ça nous permet d'avoir déjà un palier de franchi par rapport à la mise en jambe de nos joueurs. On peut retenir que un certain nombre d'Ango, à savoir Dango, Edmond, Bertrand, sont sur la continuité de ce qu'ils ont commencé en début de saison déjà. Et on peut retenir le retour de Cédric Badolo et Cédric Bayala aussi, qui depuis s'est croisé est en train de rechercher la forme. On peut retenir aussi la maladresse, ou bien j'allais dire la malchance de Adama Nagalo. Oui. Voilà, qui a vécu un mauvais week-end. Un très mauvais week-end, et on attendait, et je sais que les Burkinabés sont impatients de voir ces grands débuts avec le PSV Eindhoven contre Paris Saint-Germain demain probablement en Champions League. On ne sait pas s'il pourra jouer, ce qui est sûr, il est dans le groupe, mais on espère de voir un grand Adama Nagalo par rapport dans ce match-là. Donc, de façon générale, c'est ce qu'on peut retenir. Déjà la satisfaction de voir que les Burkinabés, dans la grande majorité des clubs où ils évoluent, sont très compétitifs et sont pratiquement titulaires. Alors, ça nous permet, cher Kaboré, de vous poser la question sur le dernier regroupement, parce que là, on parle de l'équipe nationale du Burkina Faso. Vous étiez avec eux, avec les étalons donc, du côté d'Abidjan. Quel bilan vous tirez après ces 2 victoires contre le Burundi? Un très bon bilan. Et le séjour s'est bien passé en Côte d'Ivoire. Et on a eu 6 points sur 6. Et on a obtenu la qualification. Je pense qu'aujourd'hui, il faut féliciter l'équipe, l'entraîneur, le staff technique et nos autorités aussi qui jour et nuit soutiennent les équipes. Et aujourd'hui, le Burkina figure parmi les premiers qualifiés de la CAN. Le premier pays qualifié officiellement, voilà. Après le pays organisateur. Voilà, je pense que c'est un réel plaisir. À 2 jours de la fin, il faut féliciter le coach. Parce que je pense que dans l'histoire, c'est la première fois. Hein, la deuxième. Il y a eu Hubert Velud aussi. Hubert Velud, voilà. Bon, c'est bien, ça montre qu'on est en progrès. Oui. Et que la CAN maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment habituel pour nous. Et de continuer à persévérer, à travailler, à mettre les joueurs en confiance. C'est comme je l'ai dit la dernière fois, c'est nos ambassadeurs, c'est nos stars. Il faut qu'on les valorise, on les mette en confiance pour pouvoir apporter de bons résultats. Alors, ces regroupements, au-delà du résultat, ce qu'on attendait de voir, c'était le retour de Bertrand Traoré et Youssouf Dayo. Comment vous avez trouvé leur retour? Est-ce que ça a eu de l'impact sur l'équipe, sur l'ambiance du groupe? Bon, je pense qu'il y avait une pièce manquante dans l'équipe. Les 2 matchs qui sont passés au Mali contre la Sierra Leone et au Sénégal, pendant la Coupe du Monde, les 2 éliminatoires. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un groupe uni. Et en Côte d'Ivoire, je l'ai remarqué, les autres, ils étaient très très contents de les savoir dans le groupe. J'ai eu la chance de manger avec eux et de discuter un peu échanger un peu avec eux. C'est un réel plaisir de les voir comme ça aussi unis. Les familles se parlaient entre eux, ils discutaient et ils échangeaient. Le papa de Lassina que j'ai rencontré la maman de Lassina qui était là, j'ai rencontré la maman de Bertrand, le frère de Bertrand. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin de cette énergie-là autour de l'équipe nationale. Okay. Voilà, une famille unie sur le terrain et en dehors. Parce qu'une équipe qui gagne, c'est une équipe qui est unie. Et les étalons, s'il y a des bons résultats, c'est qu'il y a l'union qui est là autour et il y a la positivité autour. On fait quoi pour conserver cette dynamique-là? Bon, comme je l'ai dit, il ne faut pas beaucoup de changements. Au jour d'aujourd'hui, c'est de renforcer ce qu'on a réellement aujourd'hui. S'ils ont pu se qualifier à 2 journées de la fin, c'est qu'il y a du potentiel. Il faut renforcer ce potentiel-là avec l'union sacrée autour de cette équipe. En tout cas, les 2 journées sont terminées. On a fait le bilan dans la VAR. Donc, on vous résume les pays qualifiés en plus du Burkina. Donc, on a l'Algérie, l'Angola, le Cameroun, l'Égypte, RD Congo, Sénégal qui sont qualifiés donc en plus du Burkina Faso. Et bien sûr, le pays organisateur, le Maroc, qui est qualifié d'office, même si le Maroc ne lâche rien dans ses éliminatoires, fait le carton plein depuis le début donc, de ces éliminatoires. De façon globale, monsieur, comment vous avez trouvé ces éliminatoires, ces 2 journées? Pas seulement dans le groupe du Burkina, dans l'ensemble des groupes.
Non, moi, ce que je peux retenir déjà, c'est la surprise, c'est l'Ouganda. Je pense que l'Ouganda fait partie des pays qualifiés comme le Burkina Faso. Non, l'Ouganda. L'Ouganda, pas encore premier de groupe, mais quand même il faut attendre peut-être qualifié la prochaine journée pour être sûr. Oui, mais à 90%, pratiquement qualifié. Je pense qu'on peut retenir aussi la défaite de la Tunisie. Voilà, oui, à domicile. On promettait un roue libre à la Tunisie. Mais malheureusement, je pense que c'est le Comore qui est passé par là, qui a créé la défaite à Tunis même. Et ensuite, la débâcle du Ghana, c'est la grosse inquiétude, la grosse interrogation. Le Black Star n'est plus le Black Star. Après 4 matchs, le Black Star se retrouve avec 2 points. C'est vrai que mathématiquement, n'est pas éliminé, mais ça va être très compliqué pour le Ghana de pouvoir avoir la 2e place, parce que la première, c'est pratiquement difficile. Donc, c'est les grands enseignements que l'on pourra retenir pour moi, que l'on pourra retenir pour ces 2 journées-là. Alors, Charles Gabouré, vous connaissez bien les Black Stars. Hein. Comment vous expliquez ces moments de douleur, ces moments d'insatisfaction au niveau de cette équipe-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je pense que le Ghana est une équipe qui a vraiment dominé le football africain. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération qui est passé de André Ayou, d'une Coupe du Monde compliquée et d'une Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Très très compliqué, bizarre. Je pense que le Ghana, ils doivent réformer de la base, parce qu'ils ont des bons joueurs, ils ont il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, je pense. Je pense que c'est à la source. Parce que le Ghana a été toujours une référence, comme le Nigeria, des références du football Tikotaka, comme le dit, du football vraiment, avec le Brésilien d'Afrique. Et aujourd'hui, ils sont vraiment en difficulté. Il ne faut pas enlever le mérite aussi aux autres équipes. Ok. Les autres ont travaillé. Ils ont évolué parce qu'il n'y a plus de petites équipes. Oui. On l'a remarqué contre le Burundi au Burkina. C'était vraiment compliqué. À un moment, vous savez, toutes les équipes se valent aujourd'hui. Okay. Il faut négliger personne. Okay. Et le Ghana est en train de payer le plus fort aujourd'hui. Alors, monsieur, les prochaines journées pour l'équipe nationale de Burkina, et bien, pour l'ensemble des équipes engagées pour cette compétition, c'est au mois de novembre. Pour le Burkina, ça sera le Sénégal. Le Burkina est déjà qualifié. Qu'est-ce qu'il faut faire pour affronter le Sénégal? On se rappelle, lors des éliminatoires pour la CAN en Côte d'Ivoire, après la qualification, le Burkina était tombé 3-1 contre l'équipe de Cap-Vert. Comment éviter ce genre de déconvenus encore? Pour moi, pour toujours garder cette équipe, il faut que la première place, ça soit un objectif. Parce que c'est possible, les États sont leaders, on va jouer le Sénégal en novembre. Ça doit devenir une nécessité pour nous. Il faut que ça soit un objectif pour les étalons, pour Brahma Traoré. Il faut qu'on mette ça dans la tête des étalons qui finissent 2e. Bon, c'est bon, mais c'est pas arrivé. La première place, c'est beaucoup plus confortable. Et aussi, si les étalons gagnent plus, on peut progresser dans le classement FIFA et éviter d'être tête de série numéro 3, parce qu'à l'heure actuelle, on est tête de série numéro 3 si on reste actuellement à l'état actuel, et si on progresse, on peut éviter certaines grosses nations lors du tirage au sort de la CAN. Je pense que les objectifs, c'est à ce niveau-là. Finir premier et surtout gagner des matchs pour pouvoir progresser au niveau du classement FIFA. On se rend compte qu'on a beaucoup régressé. On est passé de la 8e place à la 14e place. Actuellement, on est en train de remonter un peu la pente. Donc, on doit continuer sur cette dynamique-là, sur cette lancée-là, continuer à garder le niveau de performance qu'on a eu en août et en septembre. Et pour surtout préparer au mieux les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier que les éliminatoires de la Coupe du Monde ont déjà commencé, on est en difficulté et ces 2 matchs-là peuvent permettre toujours à Brahma Traoré, à ces hommes, de préparer la Coupe du Monde, parce que, quoi qu'on dise, la Coupe du Monde, c'est vrai que ça va être compliqué, mais c'est toujours possible, c'est un objectif qui est atteignable si toutefois on se donne les moyens. Donc ces 2 matchs-là, surtout, ça doit être dans cette dynamique-là qu'il faut l'avoir. On se rappelle que Velut, après s'être qualifié pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, c'était roue libre. On a eu un regroupement à Ouagadougou et une défaite. On a vu que la courbe a commencé à descendre, c'était plus tout à fait les étalons qu'on connaissait, il n'y a pas de cohérence dans le jeu. Et je pense que Brahma Traoré doit tirer enseignement, doit tirer leçon de ce qui a été fait sous Velut pour pouvoir garder sa troupe concernée et pouvoir continuer à gagner des matchs. Parce que la confiance, on ne garde la confiance que quand on gagne les matchs. Et quand on gagne les matchs, c'est beaucoup plus facile.
Alors, capitaine, vous êtes avec les étalons. Maintenant que la qualification, c'est un acquis pour l'équipe, qu'est-ce qu'on fait pour rester concentré? Bon, rester concentré, je pense que le Sénégal, aucun joueur, tout le monde sait à quel point c'est important de jouer contre une telle équipe. Le Sénégal, c'est une équipe vraiment référence dans le football africain. Ils ont été champions d'Afrique il n'y a pas si loin que ça. Donc maintenant, ils ont beaucoup de changements dans leur équipe aussi, comme nous on a eu quelques changements aussi. Je pense que ce match, tout le monde rêve de jouer à fond. On n'a pas besoin de motivation pour ce genre de match-là. Et ce match se joue seul et avec le cœur et l'envie de battre le meilleur. C'est toujours ça qu'on met dans la tête. Et je pense que les joueurs, à eux-mêmes, ils savent à quel point ce match est important pour eux-mêmes personnellement et pour le pays. Alors, on va s'arrêter sur un instant, donc, sur un joueur dont le nom fait beaucoup de bruit en attendant le match contre le Sénégal. On va demander à la régie de vous afficher donc le joueur en question. On a vu ça a fait défrayer la chronique du côté de la France. Vous voyez la publication de l'équipe, c'est le journal en France qui dit le Burkina veut Alba Lafont comme gardien numéro 1. Il est donc le gardien de but actuellement de Nantes. RMC Sport également. Lafont pourrait changer de sélection. Lafont qui a évolué quand même avec les petites catégories de l'équipe nationale de France, mais jamais sélectionné en A. On a vu également le détecteur des binationaux qui est actuellement Aristide Bansé avec Alba Lafont. On l'a vu également, vous l'avez vu sur les images avec le dossard 1 de l'équipe nationale de Burkina Faso. Est-ce que Alba Lafont, monsieur, pourrait jouer pour le Burkina Faso au mois de novembre, juste Fremzio? Je pense que la question est beaucoup plus adressée à Aristide Bansé qui peut répondre par oui ou par non. Vous également, vous avez les infos quand même, vous regardez presque tout, vous êtes bien informé. Oui, on peut. Non, c'est bien parti pour que Alban rejoigne le Burkina Faso. Maintenant, les débats vont se faire peut-être de façon administrative. Est-ce qu'il aura l'autorisation? Est-ce qu'il n'aura pas l'autorisation? Ce qui est sûr, actuellement, le joueur, lui, il est convaincu. Lui, il a envie de rejoindre le Burkina Faso. Maintenant, comme dirait quelqu'un, le football, c'est une question de timing. Est-ce que c'est le bon moment pour lui de venir au Burkina Faso? Est-ce que le Burkina a un problème de gardien de but? Je me pose la question et je dirais non. Lorsque le Burkina lui faisait la cour, Alban avait préféré l'équipe de France et les étalons ont fait aujourd'hui sans lui. Et revenir au Burkina Faso, c'est une valeur ajoutée parce que en tant que gardien de but et en tant que joueur, c'est une valeur intrinsèque. Oui, mais est-ce que visiblement le Burkina Faso, la venue de Alban Lafont va résoudre un problème au niveau des gardiens de but des étalons? Moi je dirais non. Donc pour vous, le Burkina n'a pour le moment pas besoin de lui? Pour moi, le Burkina n'a pas besoin de lui. C'est vrai que c'est un fils du pays. C'est intéressant qu'il puisse rejoindre la tanière de l'écurie du Burkina Faso. Mais comme je l'ai dit, c'est une question de timing et c'est comme en amour. C'est le timing. Il a raté le train au moment où les étalons avaient besoin de lui. Et bon, les étalons, le train est parti, donc malheureusement il fera avec. Alors, Gamé, votre avis, est-ce que le Burkina a besoin de Alba Lafont? Est-ce que Alba Lafont a besoin de Burkina? Le plus souvent on dit qu'avoir deux bons gardiens, c'est mieux que d'avoir un seul gardien. Maintenant, sur Alba Lafont, si on prend la qualité en tant que joueur, Alba Lafont, c'est un bon gardien, c'est un très bon gardien du championnat de France. Il a commencé à 17 ans du côté de Toulouse, ensuite il est parti à la Fiorentina, il est revenu en France à Nantes. C'est un excellent gardien, il a plus de 200 matchs, je n'ai pas le chiffre, mais il a plus de 200 quelques matchs en Ligue 1. Et c'est dire la qualité de ce gardien-là. Mais en même temps, pour répondre à la question, est-ce que les étalons ont besoin de Alba Lafont actuellement? La question est non, parce que Hervé Kofi, depuis qu'Hervé Kofi est avec les étalons, depuis qu'il a commencé en 2015 jusque-là, on n'a jusqu'à présent pas eu des choses à reprocher à Hervé Kofi en termes de qualité, en termes de prestations avec les étalons. C'est dit que Alban Lafont, s'il vient, c'est pour occuper quelle place? J'ai lu j'ai vu des échos qu'il vient pour être numéro 1. C'est ce qui est dit par le journal L'équipe. Numéro 1, je me dis que quand vouloir déclasser Hervé Kofi comme ça et mettre Alban Lafont en tant que numéro 1, je me demande
sur quels critères on se base pour pouvoir faire une chose pareille? Est-ce que Hervé Kofi est sur une phase déclinante? Non. Est-ce que Hervé Kofi est mauvais? Non. Alba Lafont, s'il vient avec les étalons, je ne dis pas qu'il n'a pas qu'il ne peut pas venir avec les étalons. S'il a envie de venir et qu'il est éligible, on le sélectionne. Mais s'il vient, c'est pour se battre. Il faut faire jouer la concurrence en ce moment. C'est pas parce que c'est un binational qu'il joue du côté de FC Nantes qu'il a maintenant changé de décision pour venir avec les étalons qu'il faut le propulser numéro 1 d'office. Non, le football, ça ne marche pas comme ça. Et j'espère que Brahma Traoré n'est pas dans cette réflexion parce que ce serait en griffer un peu du favoritisme. Une fois qu'il vient, il est numéro 1, il vient, il prouve qu'il a le toffe pour être numéro 1 pour déclasser Kofi, et jusqu'à ce qu'il prouve le contraire, Kofi est numéro 1. Et si Kofi est numéro 1 en présence de Alba Lafont, ça ne gêne pas. Mais si d'office on les déclasse et puis on met Alba Lafont, déjà c'est quel message on envoie aux autres membres du groupe, aux étalons qui sont là? On a dit, on a une cellule qui est chargée de détecter les binationaux. Si à chaque fois qu'un binational va venir, il sait pour venir être titulaire, les autres, on dit quoi? vous jouez en attendant qu'on ait un binational. C'est pas le bon message à envoyer. Je me dis qu'ici, Alba Lafont, il est bon, c'est un bon gardien, mais s'il vient, c'est pour se battre pour sa place. Et c'est pas que l'on vient et puis on lui ouvre la porte comme ça, tu es titulaire. Non, ça ne marche pas. C'est quand même le gardien titulaire de Nantes par rapport à Kofi, qui est gardien adjoint à Lens. Oui, Hervé Kofi, cette année qu'il est numéro 2 du côté de la Sino. Bien avant, il était titulaire du côté de Charleroi. Il a démontré pas mal de choses. Hervé Kofi, je ne sais pas combien de fois il a joué avec les étalons, mais il a plus de 50 sélections. Il est titulaire au poste depuis 2017. Et là, il y a un nouveau gardien qui arrive et d'office, il faut le déclasser. Non. Donc, franchement, je le comprends. Alba Lafont, il peut venir, mais sur le banc. Oui, sur le banc pour se battre, pour avoir sa place. Alors, Capi, on aimerait avoir votre lecture. Est-ce que ça va créer plus de problèmes que de solutions? Bon, vous savez, je n'enlève pas le côté le travail de Bansé, qui fait un excellent travail, et que Alban Lafont, c'est un excellent gardien qui joue au FC Nantes. Depuis bien longtemps, il a été capitaine même là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, la communication doit être plus silencieuse. Parce que communiquer autour de quelque chose peut-être qui ne sera pas réel, qu'il a envie, oui, c'est un autre cas. Qui va venir, c'est un autre cas aussi. C'est différent. Donc il y a tout ce avec le coach qui fait partie, les dirigeants, et tout un tout, parce qu'on ne peut pas venir comme ça pour venir. Et il y a un projet administratif. Il y a un travail à faire tout autour. Maintenant, je pense que la communication est allée trop vite. Et il y a des mots qui se sont placés dans des endroits aussi. Numéro 1, c'est un peu gênant. Voilà, numéro 1, c'est pas nous qui le disons. C'est l'équipe qui l'a dit. Donc l'équipe, c'est un journal du côté de France. Aujourd'hui, l'équipe, on est en train de former un groupe homogène et soudé. Et je pense que ce n'est pas le bon moment de ramener d'autres histoires encore de nouveau. Que Alban vienne, c'est bien, c'est un atout, c'est un plus pour le Burkina. Maintenant que le numéro 1, déjà, on ne donne pas un bon message à Kofi. Voilà, je pense que le message n'a pas été... pour moi, en tant qu'ancien joueur, si je jouais que quelqu'un, on me disait que directement quelqu'un va venir prendre ta place, je serais vexé. Parce que après tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai donné pour me battre pour le pays et me déclasser par un mot, ça fait mal, vous savez, souvent c'est un mot. Oui. Alors, monsieur, on attendra de voir l'épilogue de cette affaire, donc arrivée de Alba Lafont ou pas. En tout cas, on va regarder tout cela de près, on vous tiendra régulièrement au courant de ce qui se passe sur ce dossier. Alors, Charles Cabrel, vous étiez du côté de Ebimpe, vous avez regardé l'équipe nationale du Burkina Faso évoluer sur ce terrain. On vous donne une information, Ebimpe, dans la construction, il y a une entreprise burkinabé qui a participé. On vous en dit plus dans cet élément. Construit avec une vision moderne, Ebimpe est un stade à la pointe de la technologie. Grâce à l'ingéniosité des concepteurs, le stade est modulable au gré des organisateurs d'événements sportifs. En effet, pour embellir l'esplanade de l'effigie, une technique originale a été mise en exergue. Revêtir les alentours du stade avec du pavé au lieu du bitume. Toute chose qui permet en fonction du besoin de décaper le pavage et le réinstaller à souhait. Pour cette CAN par exemple, l'esplanade a abrité des salles de presse, des salles de production télé, des stands publicitaires, des salles de santé et des restaurations. Le tout
préfabriqués et installés sur les pavés. Ce qui aurait été difficile sur les surfaces concernées étaient recouvertes avec du bitume ou du béton. Propre, ça fait aussi, c'est beau à regarder tout autour du stade, c'est du pavé au stade de Bimpé et c'est beau et je félicite l'entreprise burkinabé qui a réalisé ce travail-là. La technique est épatante et futuriste. Pour sa mise en exécution, la confiance des concepteurs du projet a été placée en une entreprise africaine, burkinabé pour être précis. Les pavés du stade de Bimpé ont été posés par Yeli Technologies Africa. Leader du domaine, l'étalon du BTP a su avec maestria sublimer les alentours du stade. Il fait très beau et il suffit seulement de faire quelque part pour voir qu'il n'y a pas de frissure. Cela témoigne de la qualité et du sérieux avec lequel ces pavés ont été posés. On ne peut qu'être fier quand on sait que ces pavés ont été posés par une entreprise burkinabé et quand on sait que ce stade dans lequel nous sommes est l'un des stades les plus merveilleux, les plus beaux et le plus gros stade, le plus grand stade de la Côte d'Ivoire et on ne peut qu'être fier de ça. Cette belle histoire, on l'écrira de bout en bout, au son de nos tambours. Alors, monsieur, un mot très rapidement. Donc, qu'est-ce que ça vous fait de voir Charles Kaboré, vous qui êtes également dans l'entrepreneuriat, vous voyez une entreprise burkinabé qui participe à la construction d'un stade qui est aujourd'hui une référence en Afrique? Bon, c'est une bonne chose. Je pense que communiquer là-dessus, c'est important aussi parce que le stade est magnifique. Et avoir un Burkinabé qui a participé aussi, c'est un honneur et un plaisir. Et de démontrer que nous aussi, on sait faire des bonnes choses, du bon travail. Et l'entreprise est à féliciter. Alors, vous avez vu le public également qui est sorti accueillir les étalons du côté d'Abidjan. Est-ce que vous êtes plus partant pour le prochain match au Burkina-Sénégal à Abidjan? Bon, je pense que les joueurs eux-mêmes souhaiteraient que ça se passe à Abidjan parce que bon, ils ont plus de facilité dans beaucoup de domaines. Maintenant, c'est pas aux joueurs ou à décider. Je pense que nos autorités savent, ils vont prendre les bonnes décisions pour le bien de l'équipe. Oui. C'est le plus important aujourd'hui. Alors, monsieur, on va parler du championnat national de première division qui a donc démarré jour pour le compte de la 3e et on va dire de la 4e journée en même temps. Maintenant, on va vous donner les résultats, le classement donc de la 3e journée parce que la 4e journée se joue ce lundi, demain, mardi également. On va vous montrer très rapidement donc les images du leader, le classement donc de l'Étoile filante de Ouagadougou qui est en tête avec 7 points, suivi de l'AS Douane 7 points également, l'AS Sonabel 7 points, Raimo 7 points. Se partage donc la tête du classement au terme donc de la 3e journée. En bas de classement, on retrouve l'Union sportive des forces armées, 1 point seulement. Salitas est 15e avec 0 points. La SEC de Koudougou, 0 points également. Et à la 16e place, monsieur, le championnat se joue. On va vous donner le programme de la suite donc du championnat. On a donc, ça se joue donc ce lundi et demain mardi. Le programme donc pour vous permettre donc de faire le déplacement. Ça se joue au stade municipal de Ziaré, au stade de Banfora, au stade Roby également, au stade Issoufou Joseph Kounombo et sur le terrain de l'Union sportive des forces armées pour le compte donc de ce lundi, demain mardi. Donc vous aurez le championnat au stade Roby, au stade Issoufou Joseph Kounombo et sur le terrain de l'Union sportive des forces armées. La grosse question pour nous, est-ce que la reprise du championnat n'est pas un peu handicapée par ces matchs programmés en semaine, Ganame? Ben oui. Déjà que le week-end, c'est difficile d'aller voir les matchs. En semaine, c'est encore compliqué, d'autant plus que le match se joue à 15h30 actuellement. 15h30, je vais un peu caricaturer, les gens commencent à travailler à 7h, on finit à 16h. Et le temps de quitter le boulot pour aller au stade, le match il est déjà fini. Je pense qu'en termes de promotion et de valorisation de notre football, c'est un peu un couac. Le match qui se joue en week-end, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus agréable. Le week-end, les gens se reposent, on peut aller au stade plus facilement. Et là, le mettre en semaine, on se demande en quoi est-ce que cela va profiter pour donner plus d'image, plus de valeur à ce championnat. On va jouer dans des terrains vides. Déjà, même quand on joue dans des terrains vides, encore les terrains, ça serait la catastrophe. Donc c'est pas une bonne idée selon vous? C'est pas une bonne idée. Il ne faut pas jouer le championnat pour le jouer, il faut jouer également pour permettre aux gens de venir au stade. Il y a des supporters qui viennent régulièrement, mais si ça se joue à... Mais si on veut rattraper le temps?
Bon, pour rattraper le temps, je me dis que comme ça, c'est se presser. Hein. Je me dis qu'on a 9 mois pour jouer le championnat. Donc sur les 9 mois, on ne peut pas faire une programmation. Peut-être si c'est une journée, peut-être on le met en milieu de semaine. Mais là, la semaine passée, on a joué en milieu de semaine. Cette semaine encore, le gamin a joué en milieu de semaine. C'est dire que c'est compliqué pour les gens de suivre le championnat de bout en bout. Alors que c'est notre football, ça nous appartient. Donc il faut faire en sorte que les gens puissent suivre, puissent aller au stade et surtout que les... Puissent se sentir concernés. Alors, Charles Kaboré, vous avez parlé de l'équipe nationale. Le football burkinabé, ce n'est pas que l'équipe nationale, il y a également le championnat qui est quand même une grosse vitrine du football burkinabé. Quelle est votre lecture sur ce début de championnat et surtout avec cette polémique naissante sur ces matchs programmés en milieu de semaine? Bon, je pense que le championnat a bien commencé. J'ai suivi les 3 premières journées, que ce soit à Bobo ou à Ouaga. Bon, le niveau de l'année dernière à cette année a vraiment évolué. Les équipes sont ambitieuses. Il y a eu beaucoup d'investissements de la part de certaines équipes. Je pense que souvent, bon, comme c'est le début, il y a des hauts, il y a des bas. Je parle de l'USFA et puis de Salitas qui sont en bas du classement. Voilà. Mais bon, je pense que c'est le début du championnat. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs dans ces équipes-là. Il faut que la mayonnaise prenne et ça va je pense que bon, le championnat est long. Hein. Quand un championnat, ça ne se joue pas en 30 journées. Je pense qu'il faut être... c'est pas un sprint, c'est une course de fond. C'est une course de fond. C'est comme si tu cours et tu gardes ton énergie. Je pense que bon, aujourd'hui, avec vu l'investissement qu'ils ont eu, ces 2 équipes, bon, les autres équipes à faire, ils doivent patienter, être patient, que la mayonnaise prenne bien. Parce que bon, j'ai un penchant pour toutes les équipes et je les encourage tous à persévérer dans le travail. Je souhaite le meilleur. Je continue à suivre le championnat. On a vu le public également qui se plaint de ce déplacement, comme Galamé l'a dit sur cette match. Vous savez, il y a un peu de difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, le 15h30 est lié à la luminosité au stade, qui a un petit souci. Bon, je pense qu'ils sont en train de tout mettre en œuvre pour mettre ça en place, parce que ça serait bien aussi de protéger les joueurs, parce que c'est eux les acteurs. Et les matchs de nuit, c'est plus beau à voir, c'est plus spectaculaire. Et moi, en tant qu'ancien joueur, que j'ai joué un peu, je préférais jouer vraiment vers 18h, 19h quand il fait un peu... Surtout en semaine ou en week-end? Bon, le week-end c'est préférable pour le championnat. Bon, on va demander peut-être à la fédération ou à la ligue comment ils ont fait pour programmer. C'est à eux de décider du programme. Maintenant, ça serait bien aussi de voir en week-end, parce que plus de monde peut venir au stade, plus c'est intéressant. Voilà, c'est plus intéressant. Alors, monsieur, on va terminer avec Charles Kaboré. Donc, Charles, on va vous montrer 2-3 images. Hein. Vous allez nous donner votre avis là-dessus. On va aller sur cette image des étalons. Charles Kaboré, regardez d'abord cette image. On a 2 images de Charles Kaboré. Vous préférez lequel? Le Charles Kaboré en blanc ou celui en noir? Bon, côté notoriété et puis côté mondial, où tu es connu mondialement, bon, et c'est l'Olympique de Marseille. Et côté football et plaisir pris sur le terrain, dans le jeu réellement, je vais dire Krasnodar. Krasnodar. Alors on va regarder d'autres images de l'équipe nationale de Burkina Faso, les étalons de 2013. Charles Kaboré, ça c'est les étalons de 2013. C'est un match contre le Ghana. On a également les étalons de 2017. Les étalons de 2017, ça c'est un match contre la formation de Tunisie. Charles Kaboré, votre meilleur étalon c'est quoi? 2013 ou 2017? Bon, c'est 2 étalons. Au-delà du résultat. C'est 2 étalons différents. Oui. En 2013, on n'est pas parti avec beaucoup d'espoir. Oui. On avait envie, on avait le cœur. Et le cœur a parlé. Okay. On a joué avec le cœur et avec beaucoup d'ambition, on avait un groupe soudé, une famille. En 2017... Donc c'était les étalons du mental. Voilà, du mental. Okay. Et en 2017, c'était étalons de jeu, de football, d'amis, de bandes de potes qui veulent s'amuser ensemble et qui prennent du plaisir ensemble, les égos de côté. Et c'était incroyable, qu'est-ce qu'on s'amusait. Donc ça c'est l'étalon des familles. Voilà, l'étalon de famille. Vous voyez quel étalon pour l'équipe nationale en 2025 au Maroc? Le cœur
et la famille. Là, on suppose que ça va nous ramener donc, le trophée, c'est sûr. Donc, c'est vœu de Charles Kaboré qu'on va se dire au revoir. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. On espère avoir encore notre capitaine pour nous éclairer sur certains sujets du football, de sport de façon générale. Donc, au cours des prochains numéros, vous nous le promotez ou pas, Charles? Oui, je serai toujours présent. Merci. Alors, on se dit au revoir avec le bonus. See you another day. Idris.